Ça enregistre. Il faut plus dire de bêtises. En fait, il faut que j'enlève ça au milieu. Voilà, tiens. Ça va les exploits là, hein? Ouais, on a beau temps. Non, ça va. Par principe, ça va toujours. Ok. Bonjour. Salut Michel. Bonjour. Ça va, Marc? Oui, Richard, je quitterai en cours. Là, j'ai un rendez-vous, mais je suis là. Tu vois, oui, Michel, je voulais te demander, es-tu prêt pour la semaine prochaine à faire ton exposé sur les feux en Gironde? Oui, oui. Je vais solliciter mon frère pour que, s'il a du temps de libre, pour qu'il m'aide à mettre en forme le diaporama. On trouvera le temps. D'accord. Ok, Donc, alors, merci. c'est noté, alors c'est à toi le créneau de la semaine prochaine. Ok. Ok. Le thème d'Icare, c'est un thème onirique. On a l'impression de ramer vers Icare, et puis un peu, il recule au fur et à mesure qu'on rame. Ah, si, on n'était pas au point. Ah. Cortade. Ah, c'est Cortade. Avant de commencer, si tu me donnes 1 minute pour dire quelque chose, je le dirai. Oui, tu peux, oui. Je crois que Richard te dit que tu pouvais, André. Oui. D'accord. Richard, Oui. lève la tête. Attends, je suis sur mon clavier. Moi, je n'arrive pas à taper si je ne vois pas les lettres. Voilà. Donc, André, si tu veux parler, tu peux. Hein. Bon, je voulais simplement signaler que hier soir, lundi, j'ai regardé sur une télévision étrangère un film. Hein? RMC Découverte, me souffle ma secrétaire. J'ai vu un film à la gloire des ingénieurs français du béton, du génie civil. Magnifique. Il expliquait tout sur le pont de Normandie, le pont Levant de Bordeaux et le pont de Térénèse. C'était magnifique, intéressant du point de vue technique. Exact. Et je regrette une chose, j'aimerais que ça soit diffusé à d'autres endroits pour montrer aux gens que les ingénieurs savent travailler. Voilà, c'est tout. Merci. On peut le regarder en replay. Oui, d'accord, mais tu peux le regarder. Hein. Moi, d'ailleurs, j'ai parti en rediffusion parce que je m'étais endormi. Mais c'est grave, mais ça vaut vraiment la peine. Ça montre quand même que les ingénieurs français, c'est de vrais ingénieurs. Salut Arbi. Bonjour. Oui. Bonjour les amis. Bonsoir. Bonjour Pierre. Ah, Houston. Bonjour, bonjour. Bonjour. Chapelle. 14 déjà. 14 collections. Alors, je n'ai pas eu le temps de répondre, moi, Michel, concernant les gravitons, là. Avec le voyage de promo, je n'ai pas eu le temps de le voir. Mais c'est vrai qu'il faudrait faire. Bonjour tout le monde. Bonjour. René. Il faudrait faire un petit rappel, quoi. Oui. Est-ce que le niveau de ma solo est bien réglé? Ah, impeccable. Bon. Tu veux nous chanter quelque chose? Non, non, mais je ne voulais pas vous assommer ou vous assourdir. Ça va, Bob? Bonjour. Non. Bonjour. Bonjour. Bonjour les jeunes. Bonjour. Salut Serge. Salut Serge.
Je viens de lire ta lettre à la Gazette de Nîmes, là. Elle est courte, mais condensée. Elle est bonne. Alors, je l'ai envoyé au sénateur Burgois et puis à Christophe Rivin, qui est un pote, là, qui est le président de l'agglo d'Alès. Ah, mais l'autre, la bibliothécaire, elle commence à me gonfler, là. Je veux faire c'est- la région en énergie positive avec l'hydrogène et les éoliennes. Le problème, c'est que ces trucs-là, si ça gonfle trop, ça éclate. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. J'ai dit que si ça gonfle trop, ça éclate. Ah ouais. Ah ben elle, ouais. Il y a Denis qui va nous jouer l'Arlésienne. Bonsoir les amis. Ah, ça y est. Et Denis, Salut. Je me suis mis confortable. Hein. Je ne suis pas au bureau, je suis sur mon divan. Tu n'es pas allé chez le coiffeur, mais le coiffeur est venu chez toi. Oui, avec matériel et un coût qui défie le coût du pétrole. 14 € la coupe, y compris le ramassage. Ouais. Ouais, c'est très bon, tu vois. Non, c'est du Van Gogh qui est dans mon dos. Et pourtant, tu as beaucoup de cheveux, toi. Oui. Ben oui, parce que tu connais l'histoire. Pendant les tracts, c'était celui qui avait le don d'avoir les shampoings à l'huile de vidange des moteurs de Vidal, le Ah, Mans, parce que ça fait des beaux cheveux, hein? avec les copeaux de l'usinage de la raboteuse et puis un peu de sciure également. Et ça tient. Ça a remplacé la brillantine à l'époque. Roja, ça vous dit quelque chose? Ah oui. Il y avait Sylvie Creed pour les autres. Oui. La Oui. brillantine, la meilleure, la plus fine. Ah oui, c'est la brillantine Roja. Tout à fait. Barbie, c'est pas bien de rire quand on parle de shampoing à l'huile de vidange. Ça te fait rire, moi aussi d'ailleurs. Tiens, mais Denis, ça me fait fait une remarquer belle- que je Pas lui dois camarade. beaucoup d'argent parce que depuis 20 ans, c'est elle qui me coupe les cheveux. Alors donc, avec les 14 oui. que j'économise, Mais ça se voit quand même. ça fait une... Bravo Monique, on ne vous connaissait pas, c'est tard. Et moi, ça fait 20 ans que je ne vais pas chez le coiffeur. Oui, vous frisez naturellement. Oui, enfin, oui, je frise un peu. Oui. Mais à Bordeaux, Eh vous ben, vous étiez noir et veine à Bordeaux. Oui, ah, mais c'était ma couleur naturelle. J'étais brune. et Marc, le Roger Canonero là, de la X62, comment il a eu ma lettre, Ah, c'est mon comme- mail là? Mais il est sur il est sur la liste des distributions. Il est venu quelquefois là. Ah, putain, il a fait une belle, il a fait une belle prose. Hein. C'est un écrivain, quoi. C'est lui qui a écrit Ah, de Cayenne. l'histoire de Cayenne. Là, oui. Ah d'accord. Et c'est un passionné de toute façon. Ah, il en faut. Et puis notre ami Terrier est toujours aussi expéditif. Hein. Ah oui. Il n'est jamais d'accord avec personne. Il est carré. Lui, il est carré. Mais il soulève un point intéressant quand même. C'est quand même dommage que l'Académie des sciences ou alors l'Association des ingénieurs et scientifiques n'ait pas de temps en temps des avis autorisés tranchés, quoi. Ils en émettent, mais ils ne sont pas écoutés. Peut-être. Je pense qu'avec Marc Rumeau, ça peut peut-être changer quand même. Ah oui, lui, il n'a pas la langue dans la poche. Donc,
Ah, mais voilà, admin Icar, alias Oriol. Alias... Ah, admin est là. Ne prenez pas admin pour cible. On salue Alfred qui nous revient. Eh oui, j'avais pris quelques vacances en été. Ah oui, le Gers t'a nourri. Une bonne période de vacances, oui, c'est bon. Richard, Geneviève, c'est Grac. Hein? Oui. C'est la fille. Alors, pourquoi ça s'appelle Geneviève alors que ça ne s'appelle pas Geneviève? C'est Odette, non? Odette, oui. C'est Odette ou Geneviève? Odette et Jean Grac. On va mettre Grac. Alors, non seulement il se cache derrière un faux nom, mais en plus, il se cache dans la pénombre. Oui. C'est vrai, je ne vous vois pas bien, les gars. Je suis en conférence là. Est-ce que Jean-Marc passe depuis l'Italie? Je ne le vois pas. Oui, oui. Il est là? Je suis là. On peut parler. Je suis là et ça marche, on a testé. On va nous faire la conférence en italien, il a dit. Non, non. Bon, elle est pas mal déjà. Mais, et puis, 3 minutes. Oui, il semble que j'ai un homonyme quelque part à droite du tableau, là. Comment ça se fait que ça ne marche pas? Qui c'est qui a pris ton nom? Ah oui. Ah oui, c'est Cortade. Hein? Cortade que tu as mis, ou tu as mis Oriol. Ah oui, oui. Tout à l'heure, c'était bon. Mais là... Nous n'avons aucune parenté. Désolé. Oui. Ah. Ah oui, c'est pas Jean-Hérol Paqui qui disait l'Angleterre comme Carthage sera détruite. Jean-Hérol Paqui, oui. C'est ça, oui. Parce que l'arbitre nous a rappelé la phrase de l'ancien. De Caton. Oui, c'est ça. Carthago delenda est. C'est ça. Oui, puisqu'on a quelques secondes, Serge, tu as soulevé un débat là qu'il faudra qu'on traite au cercle, très intéressant, que j'ai vécu quand j'étais président du groupe de Bordeaux. L'ingénieur doit-il être politicien ou devons-nous avoir des politiciens qui pensent un peu comme des ingénieurs? La réciproque n'est pas évidente, mais quand je m'en suis ouvert à Chaban-Delmas, à l'époque, puis je lui avais proposé quelques voix des ingénieurs aquitains, il m'a dit jamais. Autrement dit, ne mêlez pas les ingénieurs à la chose politique, ils vont se planter. Et tout ce que tu nous racontes là sur le débat sur le nucléaire et puis tout ce qui l'entoure est d'actualité cuisante de cette pensée. Quelle est la part du politicien dans la tête de l'ingénieur et la réciproque, la part du cartésien dans la tête d'un politicien? Et tu cites deux exemples de bons centraliens qu'on connaît bien, bien sûr. Il y en a qui jouaient sur les deux tableaux. Richard, il faut qu'on mette ça au programme de 2022. 23, ce serait bien. 2023. Mais je vais vous révéler une déclaration que j'ai reçue d'un énarque. Un énarque à qui je demandais mais qu'est-ce qu'on t'apprend à l'ENA? Alors il a réfléchi longuement, il m'a dit on nous apprend 3 choses: à simuler, à dissimuler et à mentir. Alors j'ai trouvé que c'était très intéressant, mais pour rapprocher de ce que dit Denis, on peut demander à un ingénieur de simuler, c'est très difficile de lui demander de dissimuler et encore plus difficile de lui demander de mentir. Tout à fait, oui. Oui. Bon, je ne sais pas, il est 5h10.
On y va. Allez. Tu veux dire un mot, Denis, avant sur Jean-Claude? Oui, rapide, mais j'aime bien situer le débat de ce soir dans l'histoire toujours qui est la nôtre. Et Jean-Marc Durieux, qui est là avec nous, je l'ai découvert, moi, il y a quelques années, lorsque j'assistais à une réunion. Et, conclusion, il faut communiquer pour savoir ce qui se passe dans notre société. Et dans cette réunion, Jean-Marc s'en souvient peut-être pas, on lui avait passé la parole autour de table et il nous avait donc déjà débattu tout ce qui se passe au Rexam. Et je me souviens qu'à cette époque, à Perpignan, on cherchait un président pour remplacer Jeff Garrick de l'époque, et j'ai fait un clin d'œil à Jeff, et je pense que ce soir-là, Jean-Marc avait déjà un destin tout tracé de ce qui a été, et ce qui est actuellement, sa présidence du groupe de Perpignan, et on va voir rapidement tout à l'heure, quand il nous aura présenté ses missions professionnelles, ses missions qui vont vers la gestion d'un groupe moyen qui essaye de survivre avec un président. Et au passage, je note que Jean-Marc est un des rares présidents de groupe qu'on a reçu depuis 2 ans. Il y en a peut-être 2 ou 3. Et marque de connaissance de l'histoire. Donc, je passe la parole à Jean-Marc parce que j'ai vu son déroulé de sa présentation. Je ne vais pas empiéter sur ce qu'il va nous dire. Je rappelle simplement qu'il est de la promo X 170, dont on a eu déjà un de ses camarades de promo, je ne sais pas si vous en souvenez, Pierre Tarissi, qui est venu nous présenter sa profession de foi avant qu'il se présente à la présidence d'INA. Et c'est un garçon qui nous avait bien plu à l'époque, dont on sait qu'il est proche du président actuel. Et puis, on a eu également, dans le même style de groupe professionnel que vers le Conseil, vous vous souvenez, en début d'année, on a eu Michel Jurine, ça vous dit quelque chose, là? Oui. Vous relisez de temps en temps vos textes qui sont dans le Cayenne 152, vous trouverez Michel Jurine en janvier, il est venu nous parler du métier et du conseil également. Donc, ça ne fait pas double emploi avec Jean-Marc, vous allez voir que les deux missions se recoupent. Et d'où l'intérêt d'avoir donc aujourd'hui un Jean-Marc qui va nous démontrer qu'après un passé professionnel, un passé tout à fait consultant, donc entreprise privée, disons, personnelle, et au final, son rôle au groupe professionnel, au groupe territorial, petit territoire du grand sud de la France qui est Perpignan. À toi, Jean-Marc, depuis l'Italie. Ok, merci. Écoutez, oui, donc j'étais déjà intervenu pour vous parler du Rexam. Ce soir, je vais faire une intervention qui est complémentaire également à celle de Michel Jurine, que je connais bien et dont j'ai regardé le replay. Et je pense qu'effectivement, nous sommes très complémentaires. Michel a parlé au nom du groupe professionnel 24, qui est le groupe métier du conseil auquel j'appartiens depuis des années, donc que je suis bien, avec lequel on était en parfaite complémentarité avec le Rexam ne traitant que du problème des indépendants. Et donc aujourd'hui, je vais revenir un petit peu plus large sur le métier du conseil et ce qu'il est, ce qu'il doit être, un certain nombre de réflexions. Je vous avais proposé ce sujet parce que il se trouve que je viens d'écrire un livre sur le sujet que j'ai publié en autopublication, donc où j'ai condensé pas mal de choses que j'avais inscrites dans des formations que j'ai développées pour le Rexam et que je continue d'animer en grande partie. Voilà. Donc, je vous propose de partager mon écran et d'utiliser mon support pour soutenir mon propos. Voilà, je lance l'écran. Hop, et je bascule sur ma présentation qui est là. Voilà. Donc, excusez-moi une seconde. Yes. Voilà. Donc, consultant un métier, point d'interrogation, c'est comme ça que j'ai commencé à poser le sujet.
Et effectivement, je vais commencer par planter un décor qui est plutôt inquiétant, en tout cas plein d'interrogations sur ces professions du conseil, puisqu'on va voir qu'il y a un certain nombre de professions différentes, de métiers différents, et de façon de les exercer de manière différente, sous différents modes, à différentes périodes de sa carrière, à travers différentes structures. Et au bout de tout ça, quel que soit ce choix et ce mode dans lequel on se trouve, qu'est-ce qu'un bon consultant? Qu'est-ce qui fait un bon consultant? Et puis, la question pour un consultant, c'est de gagner des contrats, c'est de vendre des prestations à des entreprises. Donc, on déroulera un certain nombre de points qui sont aussi en réponse de ce qu'est un bon consultant. Je mettrai un accent particulier sur la partie éthique et les engagements du consultant. C'est quelque chose qui m'est très cher, auquel je suis très attaché, auquel j'ai été très attaché tout au long de mon activité professionnelle et qui me semble quelque chose d'essentiel. Et puis, j'ai une formule que j'emploie depuis très longtemps qui consiste à dire, et je disais ça à tous les consultants que j'embauchais dans mes équipes, nous devons avoir 2 coups d'avance. Donc, j'expliquerai un petit peu ce propos, ce que je mets derrière. Et je parlerai enfin de comment devient-on consultant, sachant que le passage d'une situation, notamment salariée en entreprise, à une position de consultant, ça ne s'improvise pas. C'est tout de même un changement de métier, c'est un vrai métier dont il s'agit. Voilà, donc la trame à travers laquelle nous allons parcourir ce sujet. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions en cours de route, sinon on aura un débat à la fin. Jean-Marc, attends, je vais t'interrompre oui. parce qu'il semble qu'il y a un problème avec quelqu'un, là, je ne sais pas si… Est-ce que tout le monde voit l'écran de Jean-Marc, à part Marc Raser qui ne le voit pas? Oui. Oui, je le vois. Oui. Pas de problème. Et on voit défiler dans un angle, on voit défiler les participants. Oui. Pas grave, ça. Alors, Marc, je ne sais pas, peut-être qu'il faut te reconnecter et puis relancer la machine. Me déconnecter, me reconnecter, vous croyez que ça vient de chez moi? Et pour Marc Raser. T'es le seul, Marc. Ça va peut-être nous gêner tout à l'heure, la petite vignette en bas à droite. Je ne sais pas pourquoi c'est là, ça. Oui, je laisse quelques secondes pour… Je laisse quelques secondes. Non, ne m'attends pas, Jean-Marc, ne m'attends pas. Hein. Non, je poursuis. Allez. Donc, oui, je disais, c'est une profession qui est souvent décriée. Hein, elle est souvent associée à des clichés, mais qui ne sont pas seulement des clichés, qui existent, hein, qui sont parfois des vérités, malheureusement. Le consultant coupeur de tête, oui, hein, certaines entreprises ont fait appel à des consultants qui auraient été des vrais coupeurs de tête. Il s'agissait de confier les basses besognes, entre guillemets, hein, de dégraissage d'effectifs, etc., à des extérieurs et de se défausser sur ces consultants. Et certains consultants ont surfé sur ce volet du métier, hein, consistant à être l'exécuteur de ces actions et seulement. Je ne dis pas que les consultants en général n'ont pas parfois à traiter des situations de réduction d'effectifs, mais sans faire une spécialité, c'est quand même quelque chose de différent. Bon, il y a également des consultants qui sont vus souvent par les personnels de l'entreprise comme en fait en charge de mettre en œuvre des actions que les managers ou la direction n'a pas le courage de mener elle-même. Elle se défausse sur le consultant. Et le consultant peut être dans cette position. On peut aller jusqu'à des dérives sectaires, hein, et il y en a. On parlera tout à l'heure des métiers du coaching. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 20% des dépôts de plaintes contre des dérives sectaires concernent les métiers du coaching en France. Donc, c'est tout de même quelque chose qui est une réalité malheureuse. Bon, le surfeur mercantile, toute bonne… Il y en a même eu à EDF. Oui, pardon? Oui. Alors, je disais qu'il y en a même eu à l'EDF. Ah oui. Oui, c'est bon. Voilà. Mais sans blague, ils ont été découverts, ils ont été virés, mais effectivement. Oui.
Hein, c'est une réalité, il y a des dérives, effectivement. Voilà. Le surfeur mercantile, toute mode est bonne à prendre. Ben, effectivement, hein, on a tous connu, enfin vous avez probablement certains d'entre vous connu le consultant qui est un spécialiste de l'ISO 9000, qui demain devient un spécialiste de l'ISO 14000, qui après-demain devient un spécialiste de la responsabilité sociétale des entreprises, etc., et qui surfe sur les modes au fur et à mesure qu'elles défilent. Bon. Plus récemment, évidemment, on a eu cette médiatisation des dépenses de l'État qui semblait donc être liée à une profession qui facture sans limite et avec une valeur en contrepartie assez contestable. Donc, en tout cas, ça n'a pas arrangé l'image de la profession. Et puis, il y a d'une manière plus générale, on va le voir, des gens qui sont très peu professionnels dans le métier et qui jouent les apprentis sorciers pour mener des opérations dans les entreprises. Donc, toutes ces images qui existent, malheureusement, chacune, viennent souvent entacher l'image générale de la profession. Et heureusement, la profession n'est pas que ces clichés et peut être tout à fait autre chose. Mais c'est bien le constat face auquel on se trouve très souvent, et les consultants ont à faire face à ces images qui les polluent dans leur activité. Alors, pourquoi tout ça est possible? C'est une profession qui est non réglementée. Alors, sauf exception, on en reparlera éventuellement des exceptions, mais d'une manière générale, n'importe qui peut demain se déclarer consultant en entreprise et exercer un métier de conseil. Donc, il n'y a aucune obligation, ni de diplôme, ni de formation, ni d'expérience. Donc, aucune obligation de preuve de légitimité. La légitimité peut être autodéclarée et sans autre forme plus précise. On a ce problème, effectivement, des tarifs très disparates. Alors, donc, les tarifs, on a des indépendants qui essaient de gagner des marchés en rentrant avec un tarif bas de gamme, entre guillemets, qui souvent est un tarif non viable. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années ou au bout de quelques mois, souvent, ils disparaissent parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre, tout simplement. Donc, le problème du tarif trop bas nuit à la profession parce que quand on a une vue sur ces tarifs très bas, eh bien, on pense que les autres sont des voleurs parce qu'ils pratiquent des tarifs plus élevés, alors qu'en fait, non. À l'autre extrême, on a ce qu'on a entendu ces derniers mois sur les grands cabinets, sur McKinsey, etc., qui donnent une image fausse de la réalité. Les consultants ne facturent pas tous des tarifs élevés tels qu'on a pu les entendre à cette occasion-là. Donc, tout ça nuit une fois de plus à cette image de la profession. Les pratiques sont très inégales, donc je l'ai dit, il y a un manque de professionnalisme, manque de méthode, improvisation pour certains, et puis également, c'est un peu la contrepartie de ce que je disais sur le surf, sur les modes, les vendeurs de solutions prêt-à-porter, on va vous faire du copier-coller pour que vous ayez votre qualification, votre certification, etc. Et on va vous vendre donc des démarches les mêmes, alors que chaque contexte est particulier et nécessite une étude particulière pour trouver la bonne réponse. Donc, une profession qui est facilement polluée de ce fait-là, puisque l'accès n'est pas réglementé. Des métiers multiples. Alors, métiers multiples, effectivement, quand on parle des professions que j'évoque ce soir, on pense bien sûr au métier du conseil. Le conseil, donc, apporter des méthodes, apporter une démarche, apporter une animation en support au management en place. Il y a la partie expertise technique. La partie expertise technique, je vais y mettre toute la partie qui est plus tournée vers des aspects d'ingénierie. L'expert technique va faire des calculs ou bien va au contraire apporter une conformité réglementaire. Il va faire partie des exceptions dont je parlais tout à l'heure parce que là, il sera dans un monde réglementé. Il ne pourra pas le faire sans des qualifications particulières. Le coaching, je l'ai déjà très rapidement évoqué, il est très en vogue actuellement. Beaucoup de membres, y compris des ingénieurs rares et métiers, se forment au coaching et dispensent de l'accompagnement soit individuel, soit d'équipe pour du développement, donc développement personnel, développement d'équipe, etc., avec une dimension qui est plus humaine et qui est plus
voire psychologique, et c'est là qu'on touche très vite les limites avec les risques de dérive. Parce qu'on n'est tout de même pas des psychologues, même si on a suivi une formation de coach. Il y a tout le volet de la formation. La formation peut être accessoire à certains des autres métiers déjà évoqués, parce qu'elle va être un moyen pour déployer certaines actions, mais certains peuvent carrément en faire leur activité principale. À noter que si c'est leur activité principale, et même si elle est accessoire, dès lors qu'on veut imputer sur les budgets formation des entreprises, là aussi on rentre dans un monde réglementé. Il y a des exigences spécifiques. Une autre forme de métier, c'est le manager de transition. Alors, le manager de transition, c'est beaucoup développé ces dernières années. On parle d'un marché qui continue à avoir une croissance à 2 chiffres. Le manager de transition, l'image de base que l'on en a, c'est il faut remplacer un manager au pied levé. J'ai un directeur d'usine qui se casse la jambe au ski, il me faut un directeur d'usine pendant quelques mois. Je vais faire appel à un manager de transition. Donc, on va trouver un manager qui a une expérience en général surdimensionnée par rapport au poste et qui peut prendre les choses au pied levé pour assurer le quotidien. Aujourd'hui, le manager de transition, c'est aussi soit le traitement de changements profonds de l'entreprise, que ce soit des changements douloureux, des réductions, des refontes d'activités, etc., que ce soit au contraire du développement à l'international, etc. Et au moins pendant la période de transition, il faut un manager qui soit surdimensionné par rapport aux besoins d'embauche pour le poste futur dans l'entreprise. Donc, on ne va pas embaucher quelqu'un de surdimensionné qui, une fois les choses mises en place, s'en ira dans le poste. On va prendre un manager de transition pour 6 mois, pour 1 an. La durée moyenne d'un manager de transition en entreprise, c'est 8 mois. Mais ça varie de 6 mois à quelquefois 2 ans pour mener une mission de transformation d'entreprise. Et j'ai laissé tout de même la notion d'assistance technique, bien que elle soit tout de même l'apanage de sociétés qui sont là aussi, allez, je vais le dire, à la limite de la légalité en France, dans la mesure où la plupart du temps, il s'agit plus de location de main-d'œuvre qu'autre chose. Je pense à des grands groupes que les uns et les autres vous devez connaître et qui vont prêter des équipes techniques, louer des équipes techniques à telle ou telle société, notamment dans les activités d'ingénierie, mais aussi parfois dans d'autres activités connexes. Bon. Donc, l'assistance technique, à noter qu'elle sera peu accessible aux indépendants, sauf de manière très accessoire. La plupart du temps, ce sont de grands groupes qui réalisent ces activités, alors que toutes les autres activités dont j'ai parlé vont pouvoir se pratiquer sous différentes formes. Obligations différentes. Alors, selon effectivement le type de prestation que le consultant, pour prendre un mot générique, va apporter, il peut être dans 2 situations très différentes. 2 situations très différentes, soit il est en obligation de résultat. Je viens de parler par exemple de l'expert technique. L'expert technique est en obligation de résultat. S'il calcule une fondation de bâtiment et que le bâtiment s'écroule, sa responsabilité est mise en cause. À l'inverse, le conseil, le conseil pur, qui vient apporter donc une prestation d'assistance au management en place, est en obligation de moyens. Et en France, avec la législation du travail française, il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas en être autrement dans la mesure où le consultant ne peut pas donner d'ordre au personnel dès lors qu'il n'est pas dans la structure. L'exception, c'est le manager de transition qui, lui, aura dans certaines limites des possibilités de délégation et pourra donc donner des ordres et faire exécuter les prescriptions qu'il propose. Le conseil pur ne fait que proposer et c'est le management qui garde la responsabilité de la décision finale de mise en œuvre. Le consultant est donc en obligation de moyens et pas en obligation de résultats. Alors, pour en parler, éventuellement, il y a des nuances et des variantes qui peuvent être apportées à ça, avec des success fees, etc. Il y a différentes formes possibles. Bien sûr, tout ce que je vous dis là est dans le contexte de la législation française. Donc, quand on travaille à l'étranger, on peut avoir des législations différentes
qui autorisent des contrats de type différents. Différents modes d'exercice, eh bien, on peut exercer en freelance. Je vous ai parlé du Rexam il y a quelque temps, et donc le Rexam, comme je vous l'avais expliqué, apporte des services aux Gazars qui veulent travailler en freelance, qui travaillent en indépendant. Je peux exercer au sein d'une grande société de conseil. Alors, oui, et alors on peut le faire à différentes époques. On va en parler aux différents âges, aux différentes époques de sa carrière. Il y a différentes façons de le faire, avec des grosses structures qui présentent des attraits parce que des missions d'envergure, souvent à l'international, des équipes très structurées, des méthodes très structurées, etc. On peut exercer dans une petite structure. Et j'avais moi-même donc une petite structure, une douzaine de consultants. En fait, j'avais 2 structures, de chacune une douzaine de consultants. Donc, petite structure qui exerce d'une manière différente, qui a moins de hiérarchie. Par exemple, dans mon entreprise, je n'avais pas de notion de consultant senior et de consultant junior. J'avais des consultants et des consultants que je pourrais qualifier de tous seniors, mais un travail de petite équipe, etc. Donc, une façon différente de travailler avec des avantages et des inconvénients, plus de difficultés à accéder à des grands marchés, bien que ça ne soit pas exclu. Là aussi, j'ai exercé pendant 22 ans de l'accompagnement auprès d'Airbus au niveau européen. Donc voilà, bien qu'étant une petite structure, ça n'exclut pas d'accéder à des grands marchés. Mais c'est plus difficile, c'est différent. Exercer en franchise, alors ça c'est quelque chose sur lequel j'attire toujours l'attention des membres Rexam qui sont tentés, et j'ai encore eu un cas il y a une quinzaine de jours d'un camarade qui qui avait une offre pour prendre une franchise. Alors la franchise consistait en une offre d'une société internationale, on va dire, oui, effectivement internationale, qui, moyennant 55 000 € de droits d'entrée, proposait une petite formation pour accéder à ces pratiques et ensuite prélevait 10% du chiffre d'affaires tout au long de la vie de l'activité. On a eu pas mal d'exemples au Rexam de gens qui se sont fait plumer, pour parler de manière très directe. C'est-à-dire que le seul qui a des garanties dans l'affaire, c'est le franchiseur. Le franchisé, souvent, a énormément de mal à rentabiliser la franchise. Donc, il faut être très, très, très prudent pour aller vers la pratique du métier sous forme d'une franchise. Il y a certainement des contre-exemples à ce que je dis, mais il y a beaucoup d'exemples malheureux dans la pratique des franchises avec des promesses qui sont mensongères, tout simplement, et des contraintes géographiques, des contraintes de limites de clientèle, etc., qui font que c'est très difficile ensuite. Bon, exercer au sein d'un réseau, le réseau peut avoir différentes formes. Au sein des arts, effectivement, ceux qui travaillent en freelance ont la chance, je dirais, oui, je crois qu'on peut le dire, la chance d'avoir un réseau comme le Rexam, qui leur apporte à la fois des opportunités de mission, qui leur apporte des formations gratuites, qui leur apporte des échanges régionaux, des échanges nationaux, des conférences, etc. Donc, le réseau est une autre façon de travailler, tout en étant freelance, ne pas être dans la solitude du freelance. Oui. Exercer en groupement. Alors, en groupement, on peut avoir 2 types de groupements. Le premier type de groupement, c'est un groupement structurel. Parmi les membres du Rexam, il en a existé. Des gens qui travaillent sur un sujet commun. Il y a eu un groupement, par exemple, des membres qui travaillent sur des sujets touchant à l'énergie. Donc, ça peut être un groupement qui est pérenne. Et puis, à contrario, on peut avoir des groupements ad hoc. Et on vient d'en avoir aussi des exemples au Rexam, avec tout un groupement qui s'est monté pour répondre à la PFA, la plateforme de la filière automobile, qui a fait un appel pour soutenir les entreprises du secteur automobile et les sous-traitants de l'automobile. Et il fallait pour ça être en équipe pour pouvoir répondre. Donc, un groupement s'est constitué au sein des membres du Rexam. Et il n'y a pas de pérennité au-delà de cette
ces missions pour cette plateforme automobile. Si demain il fallait en faire un pour l'aéronautique, ben, ça serait un autre groupement, probablement avec d'autres membres qui se grouperaient momentanément. Il y a différentes façons de le faire. Ça peut être purement informel, auquel cas il y en a un qui devient le porte-drapeau, entre guillemets, c'est-à-dire l'interface contractuelle avec le client. Les autres ne sont juridiquement que ses sous-traitants. On peut opter aussi pour des formes un peu plus écrites, qui sont les groupements momentanés d'entreprises. À noter qu'il n'y a pas non plus de création d'une personne morale, alors qu'en groupement structurel, on va souvent vers un GIE, groupement d'intérêt économique. Donc là, il y a la création d'une personne morale qui a possibilité de facturer au nom du réseau, au nom du groupe, pardon. Donc, différentes façons d'exercer à différentes périodes de sa carrière. Alors, en début de carrière, il y a quelques années, j'aurais dit, finalement, les métiers du conseil en début de carrière, très peu accessibles. J'ai depuis changé d'avis. Aujourd'hui, il existe des domaines notamment liés aux nouvelles technologies, liés au numérique, liés, etc., dans lesquels il y a la place pour des jeunes qui vont faire valoir leur expertise plus que leur expérience. C'est leur investissement personnel. Et l'expérience n'est pas un facteur de différenciation dans la mesure où bien souvent elle n'existe pas parce qu'on est sur des sujets extrêmement nouveaux. L'autre option en début de carrière, c'est de travailler dans une structure, travailler en salarié d'un cabinet de conseil. Alors, soit dans un grand cabinet de conseil, soit dans une petite structure de conseil, mais il ne faut pas y rester très, très longtemps. Alors, il ne faut pas y rester très longtemps, sauf à être dans les quelques élus qui vont, dans les grosses structures, pouvoir faire carrière, mais ce n'est tout de même pas la majorité. Le risque, si on persiste trop dans un métier de conseil en début de carrière, c'est de se retrouver un peu dans une impasse. Une impasse par le fait qu'on a du mal à être un consultant convaincant, parce qu'on est là pour prescrire, préconiser des choses, mais on ne les a jamais pratiquées soi-même. Donc, on dit ce qu'il faut faire, on ne l'a jamais fait soi-même. Donc, on a un manque de crédibilité. Et si on veut revenir à de l'opérationnel en entreprise, on est très vite trop vieux, trop cher, et en concurrence avec des gens qui sont plus juniors, puisqu'on n'a pas d'expérience opérationnelle à faire valoir lors d'une embauche en entreprise industrielle. Donc, voilà. Début de carrière, c'est une possibilité. À mi-carrière, c'est quelque chose qui se développe beaucoup aujourd'hui. On voit beaucoup, par exemple au Rexam, de gazards qui, à mi-carrière, s'interrogent sur la suite de leur carrière. Et cette réflexion les conduit à dire il y a d'autres façons de valoriser son expérience. Et parmi ces autres façons, il y a ces possibilités plus fréquentes aujourd'hui parmi les membres du Rexam et de manière générale. En fin de carrière, c'est la vocation d'ailleurs du Rexam, je vous en avais parlé. L'origine du Rexam, c'était de donner des possibilités à des gazards qui étaient en difficulté d'emploi en fin de carrière parce qu'ils avaient malheureusement vécu des situations de plan de départ, voire de licenciement en masse dans certaines grandes entreprises, et ils avaient du mal à retrouver un emploi salarié. Donc, c'était une façon pour eux de terminer leur carrière en valorisant leur expérience. C'est comme ça qu'a démarré le Rexam, même si aujourd'hui, c'est encore le cas parfois. Mais la mi-carrière a tendance à prendre le pas. Enfin, on peut avoir la possibilité d'exercer ces métiers en cumul avec sa retraite. C'est parfois une façon de faire un biseau en douceur et de continuer une activité à temps partiel pour, là aussi, valoriser son expérience, se faire un complément de revenu si besoin, et en tout cas, donc, assurer ce biseau, cette transition vers son arrêt d'activité. Pour ma part, après avoir vendu mes sociétés de conseil, j'ai continué pendant 3 ans à mi-temps en cumul avec ma retraite. Bon, par choix. Par choix et sous la pression d'un client qui voulait me garder. Voilà. Différentes structures, effectivement, on peut travailler que ce soit en indépendant ou que ce soit avec une équipe, on peut constituer une société. Donc, les différentes formes de société sont possibles. Je ne vais pas les énumérer. La plus courante aujourd'hui, c'est tout de même la SASU, la Société par action simplifiée unipersonnelle,
pour les gens qui se lancent en indépendant. C'est le plus courant et le plus souple aujourd'hui, mais ce n'est pas toujours la solution. Donc, société unipersonnelle. Micro-entreprise, auto-entrepreneur, ben, c'est possible, c'est davantage possible depuis que les plafonds ont été relevés, avec tout de même 2 questions. Une question, c'est quelle est votre couverture sociale dans la mesure où vous ne cotisez évidemment vous cotisez d'une manière très économique, mais vous ne cotisez qu'à des régimes de base. Hein. Est-ce bien suffisant en termes de couverture prévoyance, en termes de couverture retraite, etc., selon votre situation? Le deuxième, c'est une question de crédibilité de la part des clients. Alors, tous les clients ne sont pas très sensibles à cet aspect-là, mais se présenter en disant « je suis auto-entrepreneur », ça ne sécurise pas forcément le client aujourd'hui. Et ça peut être une solution temporaire également pour démarrer. Bon, l'entreprise individuelle, on en parle moins. Là, il y a souvent, pourtant elle existe. C'est ce que j'ai fait moi en cumul avec ma retraite. Donc là, il n'y a pas de création de personne morale, il n'y a pas de dissociation de votre patrimoine, sauf à prendre quelques précautions particulières, mais en général, on n'a pas grand risque financier puisqu'il n'y a pas d'endettement, etc. Donc l'entreprise individuelle, peut-être l'exercice en nom propre peut être tout à fait accessible à ces métiers. Voilà. Et également, le portage salarial. Le portage salarial donc, consiste à passer par une société intermédiaire qui va facturer les prestations aux clients et qui va rémunérer le consultant via un bulletin de salaire. Donc, on va transformer du chiffre d'affaires en salaire via une société intermédiaire dont le porté est salarié. Là aussi, pour moi, c'est une question à se poser à 2 fois avant d'opter pour cette forme. Elle peut être une forme transitoire, elle est commode et rapide. Elle a un coût, puisqu'on paye un intermédiaire, et elle a un gros inconvénient, c'est que le consultant n'apparaît sur aucun document officiel vis-à-vis du client. Enfin, il apparaît ici dans le texte, mais les documents sont au nom d'une société, les factures sont au nom d'une société tierce. Donc, il y a un problème d'image de marque et de marketing pour le consultant qui opte pour le portage salarial. Là aussi, il convient de bien se poser la question, avantages, inconvénients, avant d'opter pour cette formule. En plus qu'elle a un coût notable. Voilà, alors qu'est-ce qui fait dans tout ce contexte un bon consultant? Ben, un bon consultant, c'est d'abord quelqu'un qui a une offre lisible, claire, hein, qui n'est pas le généraliste qui peut tout faire, mais qui n'est pas non plus un expert trop pointu, qui n'aurait qu'une offre trop étroite, qui ne déboucherait pas sur un marché. Donc, une offre lisible et liée à un haut niveau d'expertise, on va y revenir tout à l'heure, hein, mais il faut effectivement offrir quelque chose à l'entreprise, un plus à l'entreprise en termes d'expertise dans le domaine dans lequel on intervient. C'est la question la plus difficile quand un consultant, notamment freelance, veut se lancer. La définition de son offre est vraiment l'exercice le plus difficile. Il faut qu'il ait des éléments distinctifs. En général, quand il entre sur le marché, le consultant n'est pas sur un marché vierge. Il y a déjà des consultants qui existent sur la place. Il y a les grands cabinets de conseil qui souvent sont très généralistes et couvrent des champs très très larges et couvrent beaucoup de sujets auxquels peut prétendre un consultant. Donc, il faut qu'il ait des éléments distinctifs, sauf à se trouver sur une niche de marché, effectivement une niche d'expertise extrêmement pointue, mais qui posera d'autres questions à ce moment-là en termes de pérennité. Donc, il y a une question de rencontre entre l'offre et le marché qui est une itération difficile. Comment définir mon offre, comment définir mon marché, comment traiter les contraintes que ça va présenter, contraintes géographiques, contraintes de déplacement, contraintes, etc. Comment rendre tout ça compatible? C'est effectivement un exercice qui nécessite en général pas mal d'itérations au départ que d'arriver à trouver cette offre qui rencontre son marché. Le consultant, pour être un bon consultant, va devoir avoir des qualités et on m'a souvent posé la question dans l'exercice, et notamment quand j'embauchais des consultants,
c'est quoi la qualité principale? Eh bien, au bout du bout, pour moi, la qualité principale d'un consultant, c'est d'abord sa qualité d'écoute. La compréhension des problèmes de son client, la compréhension des contextes, la compréhension des cultures d'entreprise, la compréhension, etc., vont être autant d'éléments fondamentaux dans la qualité de son intervention. Et pour ça, ça passe par le fait que le consultant est capable d'une écoute active pour arriver à s'imprégner de tous ces éléments et arriver à s'y adapter, en tout cas réagir en conséquence. Le consultant, il doit être pédagogue, parce qu'il va devoir convaincre. Quelle que soit sa forme d'intervention, il a toujours un côté explicatif, un côté démonstration, un côté apport méthodologique, etc. Il doit donc être lui-même très méthodique et très rigoureux dans sa façon d'exercer, dans sa façon de pratiquer, dans sa façon d'analyser, etc. Il doit être curieux parce qu'il va avoir affaire à des contextes très différents. C'est un des grands attraits du métier, la diversité des contextes rencontrés. Et ça va passer par effectivement un esprit de curiosité pour arriver à s'intéresser à ces différents sujets de manière suffisamment approfondie pour pouvoir s'y adapter. Il doit bien sûr être communicant parce qu'il va devoir expliquer, il va devoir convaincre. Au-delà de la pédagogie, il doit communiquer. Il doit communiquer déjà pour son propre marketing et pour son commercial. Donc, il doit avoir des qualités de communication interpersonnelle très développées. Il doit être capable de communiquer aussi bien en tête-à-tête qu'en groupe. Il doit faire des exposés. Il doit être capable de communiquer de façon préparée ou de façon improvisée. Donc, voilà. Et puis, au bout, tout ça n'est pas exclusif et n'est pas exhaustif, mais il va avoir à savoir pratiquer la conduite du changement, puisque de toute façon, quel que soit son mode d'intervention, le consultant a introduit des changements chez ses clients. Et donc, cette conduite du changement qui passe par la relation interpersonnelle avec les équipes, avec les personnels, etc., est quelque chose d'extrêmement important. Donc, un savoir-faire en matière de conduite de changement est absolument indispensable. Souvent, il est implicite chez les consultants, mais en fait, c'est une qualité nécessaire. Alors, on pourrait continuer la liste très longtemps. Et il est évident que tout le monde n'a pas toutes les qualités au départ et qu'il va falloir travailler sur ces différentes qualités quand on se lance dans le métier. Pour gagner des contrats, le premier point, il faut trouver des clients, donc il faut assurer du marketing. Le marketing, ça veut dire être visible, ça veut dire être visible de ses cibles, de ses clients. Donc, il va falloir trouver les bons moyens, les bons vecteurs pour arriver à cela. Le plus important des vecteurs, ce sont les réseaux. J'insiste sur les réseaux. Ce n'est pas un seul réseau. On voit parfois des consultants qui se disent « Ah ben, j'ai un réseau sur LinkedIn ». Oui, bien sûr, il faut l'avoir. Un autre va dire « Ah mais je me suis inscrit au Rexam, donc j'ai un réseau ». Ben non, ça ne suffit pas. Il faut multiplier les réseaux virtuels et les réseaux physiques, les réseaux par les associations professionnelles, etc. Il faut être présent sur le terrain auprès de ces réseaux et donc il va falloir assurer une présence dans ces réseaux. Donc ça veut dire de la communication sous différentes formes. Communiquer, ça peut être écrire des articles, ça peut être faire des conférences, ça peut être toutes les formes de présence dans les différents réseaux dont je parlais au départ. Et puis, il y a une action que souvent les consultants débutants ne développent pas suffisamment, c'est la veille sur ce que j'appelle les actions collectives. Je vous parlais tout à l'heure de la plateforme filière automobile. Eh bien, effectivement, il y a des actions collectives qui sont lancées dans les secteurs d'activité et il faut être en veille sur ces secteurs d'activité, du moins sur les secteurs auxquels on peut prétendre, pour surveiller les différentes actions qui peuvent être menées. Ça peut être aussi les pouvoirs publics qui vont, à certaines périodes, soutenir les entreprises pour faire évoluer leurs pratiques dans tel ou tel domaine. On l'a connu à une époque sur la qualité, on l'a connu, d'où
ce que je disais sur les opportunistes qui d'ailleurs en ont profité. Mais d'une manière générale, donc, il faut être en veille sur ces actions collectives. Alors ensuite, il y a d'autres formes. Il y a d'autres formes sur lesquelles j'ai mis des points d'interrogation. Les importeurs d'affaires. Il existe effectivement des gens qui vous disent, ben, écoutez, moi, je peux vous apporter des affaires, dites-moi ce que vous vendez, et puis je vais vous trouver des clients, évidemment moyennant commission. J'ai mis un point d'interrogation parce que je suis dubitatif. J'ai moi-même eu l'occasion de tester un ou deux apporteurs d'affaires au cours de ma carrière professionnelle. Ils m'ont fait perdre beaucoup de temps en me trouvant des rendez-vous, etc., mais qui étaient finalement pas très bien qualifiés, pas très bien ciblés. Et j'ai perdu pas mal de temps à faire du commercial inutile par des contacts qui n'étaient pas suffisamment ciblés. Publicité, j'ai mis un point d'interrogation parce que faire de la publicité à l'échelle d'un... Enfin, tout dépend évidemment de la taille. Si vous êtes un grand cabinet, c'est accessible. Si vous êtes un petit cabinet ou un indépendant, faire de la publicité au sens des inserts dans des publications professionnelles, vous n'allez pas faire une demi-page dans l'usine nouvelle, ça coûte trop cher. Donc, publicité, avoir selon possibilités spécifiques. Le phoning, faire soi-même du phoning, c'est également quelque chose qui est difficile, qui n'est pas forcément très productif, qui ne donne pas forcément une très bonne image. Le faire par une société intermédiaire, un peu comme l'apporteur d'affaires, ça ne rapporte pas toujours des contacts très qualifiés et ça fait souvent perdre pas mal de temps. Et aujourd'hui, on a une nouvelle solution qui se développe, sur laquelle il faut être en veille, ce sont les plateformes. Donc, les plateformes qui prétendent faire de la mise en relation entre des consultants et des entreprises par Internet. Il en existe pas mal qui tentent de se développer aujourd'hui. Leur succès est tout de même très mitigé pour les métiers du conseil, dans la mesure où la relation de confiance entre le client et le consultant est tout de même très primordiale. Et le faire via une plateforme, bon, ça peut donner les premiers contacts, mais voilà, pour l'instant, alors c'est quelque chose qui, dans l'évolution, est évidemment à suivre. Ce que je dis aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai demain. Deuxième point dans le fait de gagner des contrats, il faut passer d'une demande aux vrais besoins. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un client, lorsqu'il exprime une demande, il va avoir souvent des biais dans la façon d'exprimer sa demande. Soit il demande une solution, mais est-ce la bonne solution? A-t-il fait les analyses suffisantes? Soit il pose son problème, mais il a le nez dans le guidon, il n'a peut-être pas le recul suffisant pour poser le problème d'une manière suffisamment caractérisée. Et le consultant va avoir toute une phase donc d'appréhension du besoin de son client, qui est absolument essentielle. C'est d'ailleurs quelque chose qui pose problème quand on répond à des appels d'offres qui sont fermés et au cours desquels on n'a pas trop la possibilité de passer outre le texte qui nous est proposé en termes de demande. Ça, c'est une difficulté dans ces cas-là. Et chaque fois qu'on le peut, il faut aller au contact et il faut arriver à accéder aux vrais besoins. Le Rexam, par exemple, on propose des entretiens d'entraînement à la découverte du besoin client pour que les consultants s'aguerrissent à mieux savoir mener un entretien, mieux savoir faire parler leurs clients, mieux savoir questionner, rebondir sur les propos du client, etc., pour découvrir le vrai besoin. Bon, derrière ça, il faut faire des propositions techniques et commerciales. Et là aussi, la qualité de ces propositions va être effectivement déterminante dans le fait de gagner des contrats. Si on fait des propositions mal ficelées, si on fait des propositions pas suffisamment expliquées, pas suffisamment argumentées, etc., ça ne marchera pas. Si la proposition accroche, il faut la soutenir. Il faut la soutenir, ça veut dire qu'il y aura des entretiens de soutenance éventuellement. Et là aussi, il y a de la technique derrière tout ça pour arriver à soutenir son offre et convaincre son client que sa proposition est tout à fait légitime et que c'est la bonne solution pour l'aider dans son souci, dans son problème. Et puis enfin, il faut contractualiser. Ça semble le point final, mais il peut avoir son importance. On sait qu'il y a pas mal de litiges qui peuvent avoir lieu sur les prestations de conseil parce qu'elles ont été mal cadrées au niveau contractuel. Donc, quelle est l'obligation du consultant? Qu'est-ce qui n'est pas dans ses obligations? Quelles sont les limites? Quelles sont les obligations du client? Etc. etc.
Donc, il y a toute une technique sur l'établissement des contrats. Je te dis que je vais faire les courgettes, comme tu n'entends pas, je te les montre. Alors, je poursuis par un point, je vous disais dans l'introduction, dans le plan, que c'est un point qui m'est cher, l'éthique et les engagements du consultant. Le consultant doit effectivement, pour moi, afficher clairement ses engagements. Clairement, ses engagements, ça veut dire qu'il présente un professionnalisme. Ça veut dire qu'il ne prend pas de mission en dehors de ses compétences, qu'il ne prend pas de mission pour lesquelles il ne serait pas légitime. Donc, il a des engagements de professionnalisme. Il a des engagements clairs de rémunération, rémunération qui est parfaitement cadrée par son contrat. Il n'y a pas de commissionnement, de choses occultes, etc., etc. Tout doit être absolument clair sur la façon d'être rémunéré. Une grande question à bien clarifier aussi avec le client, c'est les questions de confidentialité et de propriété intellectuelle. Confidentialité, bien sûr, de toute la mission, de ses résultats, qu'est-ce qu'on peut dire, ne pas dire, est-ce qu'on peut utiliser des références ou pas suite à la mission qu'on aura menée chez tel ou tel client. Et propriété intellectuelle, quid des propriétés de méthode, quid des propriétés de résultats, quid des propriétés de logiciels, etc., etc. Les aspects humains, ben, écoutez, moi, dans mes engagements, je prenais des engagements très clairs sur la façon dont je concevais les choses en termes de respect des personnes à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien les managers avec lesquels je passais mes contrats que l'opérateur de la ligne de production sur laquelle portait mon intervention. Et donc, l'engagement à un respect des personnes, l'engagement à des relations très claires, l'engagement à des retours d'informations vers les différents personnels, etc., sont des points sur lesquels le consultant peut clarifier ses engagements et c'est important pour moi. Bon, aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas passer à côté des aspects environnementaux et sociétaux, même si ce n'est pas la nature de l'intervention qui porte sur ces sujets-là. L'attention qu'on va porter à ces aspects ne peut pas être ignoré dans les propositions du consultant et il doit être clair sur les engagements qu'il prend en la matière. Clarté sur les obligations de moyens ou de résultats, clarté sur les obligations du client en contrepartie, les aspects légaux, bien entendu, je vous disais, la formation, etc., font l'objet de réglementations particulières, évidemment les engagements de respect de ces obligations. Voilà donc des exemples d'engagement sur lesquels le consultant doit être absolument clair vis-à-vis de ses clients. Et ça va mieux en le disant. Ça va mieux en le disant, ça va mieux en l'écrivant aussi. Donc, voilà. Ensuite, il ne faut pas avoir de fausse pudeur sur les problèmes d'éthique et de valeurs et s'engager. Nous, Gazar, avons des valeurs. Eh bien, il n'y a pas de fausse pudeur à avoir sur ces questions. Il faut être capable d'en parler haut et fort face à ses clients. Et voilà. Alors, ceci dit, évidemment, ça n'a de sens que si on est capable de respecter ce qu'on affiche. Donc, le respect rigoureux de ces engagements est effectivement déterminant. Ça va être également déterminant pour la pérennité de son activité et pour son image de marque. Parce qu'il faut savoir qu'à la clé de tout ça, le consultant, son meilleur vecteur, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est tout de même le client et le bouche à oreille du client qui fera le meilleur commercial pour le consultant. Bon, l'implication des acteurs impliqués, impactés. Oui, tiens, ça c'est un exemple sur lequel on peut un tout petit peu insister. Par exemple, un consultant va souvent faire un diagnostic. Eh bien, s'engager sur le retour d'informations vers les personnes qu'on a interrogées au cours du diagnostic, qu'on a rencontrées, qu'on a observées éventuellement sur une ligne de production, etc. S'engager à leur faire un retour sur ce qu'on a conclu des informations qui nous ont aidés à collecter est important. Et si des personnels qui n'ont pas été impliqués dans la phase de diagnostic sont impactés par les futures actions, toute la communication qu'on va faire vers eux est également extrêmement importante. Bon, c'est un petit échantillonnage de ces questions, mais qui me paraissent fondamentales dans la pratique du consultant et dans une bonne pratique de ces métiers qui sont, comme je le disais au départ, très décriés. Enfin, je vous avais dit tout à l'heure dans mon plan, avoir 2 coups d'avance. Alors, avoir 2 coups d'avance, qu'est-ce que j'entends par là?
Ben, le consultant, premièrement, il apporte à son client une réelle valeur ajoutée, il lui apporte une méthode, il lui apporte une démarche, il lui apporte une analyse, il lui apporte une vue extérieure, etc. Et c'est ce que j'appelle le premier coup d'avance. Le client attend du consultant qu'il lui apporte quelque chose, et si le consultant l'apporte, c'est qu'il a quelque chose que le client n'a pas. Donc, c'est son premier coup d'avance. Ceci dit, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et si on ne jouait que là-dessus, la prestation, enfin la pratique du métier pourrait être éphémère, parce que pour garder ce premier coup d'avance, ben, il faut en avoir un deuxième. Le deuxième coup d'avance, c'est être toujours à la pointe des évolutions dans son domaine. Et c'est un investissement de temps et c'est des efforts permanents pour connaître, ben, selon son activité, les règles, les normes, les méthodes. Moi, dans ma structure, nous faisions du développement méthodologique. C'est-à-dire que nous développions certaines méthodes pour les adapter aux besoins de nos clients, pour être plus pertinents sur des futures missions, être plus efficients également, mener des missions en moins de temps que nos concurrents parce que nous avions des méthodes nouvelles et des façons d'appréhender les choses que nous avions développées. Donc, ça veut dire aussi que le consultant, il doit être pour cela en permanence dans une veille active autour de son activité et il doit être en formation, en auto-formation, en recherche permanente sur ces différents sujets. Donc ça, c'est un investissement de temps. À titre indicatif, c'était dans mon activité 10% du temps. 10% du temps était investi dans les aspects méthode, développement méthodologique, veille active, formation, auto-formation. Minimum 10%. Voilà, et pour compléter, donc, comment devient-on consultant? Premièrement, il faut vraiment avoir un bilan personnel préalable, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire son examen personnel pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on n'est pas en train de rêver à ce métier, et est-ce qu'il est compatible avec son profil personnel, avec son environnement personnel, sa famille, etc. Est-ce qu'on peut prétendre se lancer dans ce type d'aventure? Bien sûr, un bilan professionnel pour en extraire les éléments qui vont permettre de définir son offre et de la mettre en adéquation avec un marché. Donc, la formulation de l'offre va être évidemment importante. Alors, elle part d'une question de départ, c'est qu'est-ce que je sais bien faire? Mais ce n'est pas parce que je sais bien faire les choses que j'ai envie de les faire. Donc, qu'est-ce que j'aime bien faire? Alors, je parle bien sûr du domaine professionnel. Et en faisant son bilan professionnel, on peut porter ses jugements. Et partant de là, qu'est-ce que je veux faire? Et souvent, c'est plus facile d'y répondre par la négative. Qu'est-ce que je ne veux plus faire par rapport à mon passé professionnel? Qu'est-ce que je ne veux pas faire par rapport au contexte que j'ai pu rencontrer dans mon environnement? Donc, formuler son offre, donc établir ce qu'on appelle un pitch, donc être capable de la formuler très synthétiquement pour expliquer ce que l'on propose. Mais si c'est un premier pitch, c'est qu'il va tout de même s'amender en fonction de l'évaluation du marché qui va m'obliger à itérer. Je vous le disais tout à l'heure, est-ce que mon marché est trop étroit? Est-ce que j'ai réellement une clientèle? Est-ce qu'il faut que j'élargisse mon marché en relâchant des critères de contraintes sur mes déplacements professionnels? Est-ce que, etc., etc. Donc, c'est une itération qui va permettre de définir son offre, alors que ce soit en individuel, que ce soit à l'intérieur d'une petite équipe. Évidemment, si je rentre salarié dans un grand cabinet de consultants, je n'aurai pas ce parcours à faire parce qu'on va me définir un poste et me définir une mission. Mais dans une petite structure ou en indépendant, c'est un travail important et qui n'est pas simple. On voit effectivement des nouveaux consultants, par exemple au Rexam, qui mettent plusieurs mois, voire un an, pour arriver à définir leur projet. Alors, s'ils le font sur ce laps de temps, c'est qu'ils peuvent se le permettre, c'est-à-dire qu'ils sont encore en poste souvent et qu'ils préparent leur projet en avance de phase. S'ils le font dans l'urgence, évidemment, il faut trouver des compromis et itérer peut-être au fil de l'eau, ce qui va être un petit peu plus difficile. Donc, définition des tarifs, j'évoquais tout à l'heure le fait que les consultants sont
sont parfois tentés de se lancer en disant ben, je vais commencer par un tarif pas trop cher, comme ça je gagnerai des marchés, et puis après je remonterai mon tarif. Alors ça, c'est vraiment mauvais. Il ne marche jamais. Enfin, je n'ai pas de cas où il a bien marché. Il faut se positionner au juste prix dans le marché. Donc, c'est un vrai travail là aussi que de définir son tarif objectif, de le confronter au marché, donc d'aller sur les pratiques du marché pour arriver à s'ajuster et à se dire, au regard de mes avantages et de mes spécificités, est-ce que je peux me mettre plutôt en haute fourchette ou est-ce que je dois rester dans le milieu ou un peu plus bas dans la fourchette tout en restant dans des tarifs viables. Donc, la définition des tarifs est un exercice qui n'est pas simple non plus. Construire un business plan, c'est un exercice qui est souvent jugé un peu inutile parce qu'on ne va pas chercher des capitaux. En général, on n'a pas besoin de financement, on n'a pas des gros investissements, d'un peu de bureautique, etc. On n'a pas besoin d'un business plan pour aller chercher des financeurs, par exemple, comme on le ferait pour une entreprise, la création d'une entreprise industrielle. Mais c'est un exercice qui est tout de même un bon exercice que de durer avec toutes ces composantes pour arriver à son activité de consultant. Bon, mettre en place et mise en œuvre évidemment l'étape d'après, et je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, le diagnostic, une pratique nécessaire à tout consultant. Si on commence par un diagnostic plus formel, Marc, Problème de transmission. Jean-Marc, tu m'entends? Plus rien. Oui, il est parti. Excusez-moi, je crois qu'il y a eu une coupure. Hein. Oui, on ne t'entendait plus. Je repartage. Non, il n'y a pas une coupure, c'est lui qui a coupé. Non, il est là. Oui, mais j'ai eu un message me disant qu'il y avait une coupure, et donc voilà. Donc, je ne sais pas où est-ce que ça a coupé, probablement dans les maîtrises de diagnostic, des techniques de diagnostic peut-être. Bon, la gestion de son temps de façon rigoureuse, j'en ai parlé un tout petit peu à travers l'auto-formation, la formation, etc. Le temps commercial également est une difficulté parce que le consultant, notamment l'indépendant, va devoir faire du commercial quand il est en pleine charge. Hein, sinon, il rentre dans un cycle alternatif de charge et de sous-charge. Je suis en pleine charge, donc je ne fais pas de commercial. Mes contrats s'arrêtent, je suis en sous-charge, je ne fais que du commercial. Et je rentre dans un cycle de yo-yo qui est effectivement difficile à maîtriser. Donc, la difficulté, c'est vraiment d'allouer du temps à ces différentes activités, le commercial, la formation, etc., et d'être très rigoureux dans la façon de gérer ce temps, ce qui n'est pas non plus naturel et facile. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ces métiers du conseil et la vision que j'en ai. Je ne sais pas si ça éclaire en complément de ce qu'a pu dire Michel Jurine sur le groupe métier du conseil, et ce que j'avais pu dire sur le Rexam précédemment. Est-ce que, voilà, en tout cas, j'ouvre le débat à partir de là aux réactions. Arrêtez le partage d'écran. Voilà. Est-ce qu'un auditeur, c'est un consultant aussi? Oui. Oui, oui. Bien sûr que l'auditeur est un consultant. Alors, l'auditeur, selon le type d'audit qu'il fait, alors le mot audit est très galvaudé également. Hein. Je fais un très net distinguo pour ma part entre la notion de diagnostic et la notion d'audit. L'audit suppose un référentiel, etc. Et dans de nombreux cas, l'audit peut être un audit réglementaire, parce qu'on va faire des audits de certification, on va faire des audits d'agrément, on va faire des audits, etc. Et à ce moment-là, on tombe dans des domaines qui peuvent être réglementés, qui nécessitent des qualifications particulières pour le consultant. L'audit au sens financier du terme, c'est encore un autre domaine.
qui est peu pratiqué par les Gazards, encore que, hein, si je reprends l'exemple du Rexam, nous avons quelques camarades qui ont opté vers des fonctions finance et qui interviennent sur des sujets d'audit financier. Oh. Jean-Marc, tu as dit que tu avais travaillé pendant une vingtaine d'années pour Airbus, si j'ai bonne mémoire. Oui. Oui. Et Airbus, c'est une grosse entreprise qui réunit énormément de compétences. Donc, la question, c'est quel type de mission te confiait-on à toi? Alors, moi, j'avais principalement deux types de missions. C'est de l'intervention sur des optimisations de processus industriels. Ça a été plutôt la première partie de mes activités chez eux. Et ensuite, j'ai vraiment eu un rôle particulier sur le projet. Management de projet, je suis beaucoup intervenu avec mes équipes, mes petites équipes, en assistance des chefs de programme à 350, à 380, etc. Au niveau européen, sur tous les sites, on faisait de l'appui aux chefs de projet pour les aider à traiter des situations, évidemment, pas toujours simples en termes de management de projet, en termes de technique, en termes de suivi, avec des techniques relativement évoluées en matière de hand value, etc., pour faire le suivi global des projets et perfectionner la façon de les faire converger, etc., etc. Donc, j'étais avec un autre Gazard de mon équipe. Nous étions, alors là, nominativement, en tant que personne, nous étions les deux référents management de projet pour Airbus au niveau européen. Donc, c'était extrêmement particulier. Et nous étions les deux seuls habilités à faire des advanced trainings pour les chefs de projet. François, tu as été consultant toi aussi, non? Oui, oui, moi j'ai passé une grande partie de ma carrière consultant. J'ai écouté tout l'exposé de Jean-Marc avec intérêt. Je ne me reconnais dans aucune des situations de base, mais je crois en avoir effleuré pas mal, disons, dans cette activité. D'abord, j'ai commencé très jeune comme salarié, comme directeur d'une petite société de recherche sous contrat, mais avec un grand client, c'était Peugeot. Et donc, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier. Par la suite, j'ai aussi un peu... j'ai été amené à devenir indépendant, c'est un peu bizarre, si vous voulez, mais il y a eu une mésentente entre mon PDG de l'époque et le directeur commercial de Peugeot de l'époque, et ils ont décidé de ne pas donner suite au contrat. Mais on m'a demandé si je voulais bien continuer en individuel. Et donc, je me suis mis à mon compte et j'ai continué comme ça. Bon, plutôt en fin de carrière, j'ai eu quelque chose d'un peu amusant. Disons, c'est un de mes vieux copains Gazard qui avait très bien réussi chez Peugeot pour mettre sur pied toute la filiale des outils électriques et qui s'est trouvé un peu à part lorsque tout ce projet a été vendu à des Italiens. Et lui, on l'a balancé dans le côté automobile. Mais il ne connaissait pas grand-chose. Il était très bien vu comme organisateur, mais il ne connaissait pas grand-chose. Il m'a demandé d'être, en quelque sorte, son conseiller technique. Mais je n'ai pas fait que ça. J'ai aussi... disons que là, moi, j'avais toujours des obligations de résultat. On me posait, par exemple, je prends un exemple, le jour où Renault a sorti sa Renault 16, il y avait la possibilité de mettre un toit ouvrant électrique. Bon, on m'a demandé de m'autoriser le toit ouvrant de la 504. Et donc, on m'a envoyé un morceau de toit. Et alors là, on m'ouvrait un crédit, et qui évoluait au fur et à mesure des besoins. Parce que moi, j'étais amené à faire des études, mais également des prototypes. Et donc, ça a continué comme ça. Et en fait, j'ai pris une retraite tardive, puisque j'ai complètement tout arrêté en 2014. Donc, j'avais déjà 70 ans.
Voilà, donc j'ai été considéré chez Peugeot, Peugeot et puis après PSA, hein, je participais à beaucoup de choses, je les accompagnais, j'étais toujours avec eux, mais je n'étais jamais salarié, j'étais toujours consultant. Voilà. Mais dans un rôle d'expertise technique tout de même, hein, donc avec, voilà, avec une partie ingénierie même, développement, etc. D'où l'obligation de résultat, effectivement, dans ces cas-là, bien sûr. Un truc qui m'a beaucoup intéressé vers la fin de ton exposé, quand tu dis qu'un des points importants, c'est la veille technologique. Enfin, ce que moi, je considère la veille technologique, puisque moi, je suis surtout technicien. Et ça, j'ai passé tout mon temps à ça, et ça m'a toujours beaucoup servi. D'avoir un coup d'avance, comme tu disais, parce que moi, je savais qu'il y avait quelque chose, alors que autour de moi, peut-être les gens ne le savaient pas. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Alors moi, je voudrais tranquilliser Jean-Marc. Moi, je me suis reconnu complètement. La partie de ma carrière de consultant, j'ai vécu exactement ce qu'il a raconté. Avec au début beaucoup moins de formalisation parce qu'on découvrait le monde. Et il y a 20 ans d'écart hein, entre le moment où j'ai démarré et le moment où il a démarré. Mais après, toutes les phases que tu as racontées, tout ce truc-là, je l'ai vécu. J'ai vécu la direction par intérim exactement comme tu l'as raconté, exactement. Et peut-être je ne suis pas sorti comme tu l'as imaginé, parce que je suis sorti donc, du conseil à la mi-carrière, et ma motivation, c'était que je commençais à donner trop de temps au commercial et pas assez à la compétence. Et là, j'ai pris une carrière, j'ai pantouflé, comme on le disait à l'époque, qu'on le dit peut-être encore. J'ai pantouflé dans une compagnie d'assurance, tout le monde le sait ici. Mais je me suis reconnu complètement. Alors moi, je me suis également complètement retrouvé dans ton exposé, puisque moi, je fais ça depuis 11 ans maintenant, avec pour 6 clients différents. Tout tourne autour de l'énergie et puis également au niveau des j'avais également au début, quand j'avais monté ma SASU, j'étais parti dans les études de lotissement un petit peu pop, enfin je veux dire des lotissements avec des pavillons modernes et puis des choses un peu développement durable. Mais j'ai pris goût à ça parce que quand j'ai été en fin de carrière à GDF Suez, alors ils ont un système, je ne sais pas si c'est courant, mais ils ont ce qu'ils appellent le Suez Consulting. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent des cadres dirigeants de haut niveau et ils les mettent dans une boîte qui s'appelle Suez Consulting et qui fait donc de la consultance pour toutes les directions et tous les services du groupe. Et en fait, donc, si tu veux, et en plus, alors ce qui est assez marrant, c'est qu'ils mettent également avec nous en shadow training des jeunes cadres à très haut potentiel. Parce qu'on considère que quand on fait du consultant comme ça de haut niveau, quand on a des jeunes cadres à haut potentiel avec soi, on les coach et puis on les lance après pour qu'ils prennent des postes de responsabilité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est les in-house consulting, effectivement. Donc, Renault, par exemple, avait Renault Consulting. J'avais un accord de partenariat avec Renault Consulting puisque j'intervenais chez Renault. Je suis intervenu en accompagnement de projets de développement technologique sur des problèmes de sûreté de fonctionnement. Hein, donc, c'est sur des programmes sensibles au niveau risque sécuritaire pour le véhicule et puis aussi au niveau fiabilité, etc. Donc, je travaillais avec eux et à un certain moment, je connaissais bien le patron de Renault Consulting et on a décidé de passer un accord de partenariat puisque
il souhaitait utiliser certaines des méthodes que j'avais développées. Et donc, je formais les consultants de Renault Consulting. Mais je retrouve exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement deux catégories, on peut dire, dans leurs consultants. Il y avait des consultants qui étaient des gens aguerris et expérimentés, et puis il y avait au contraire des jeunes à potentiel qui étaient là, qui passaient par ce tremplin avant de revenir dans l'opérationnel. Donc, je travaille avec eux, je travaille également avec Safran. Safran avait également son système de consulting interne, je travaille également avec eux. Alors, l'intérêt, évidemment, pour les grosses boîtes comme ça, c'est que je pense que ça doit leur coûter quand même vachement moins cher que de prendre… alors, il y a aussi des consultants que je qualifierais un peu de vautours. Et j'ai eu affaire à ces gens-là sur Flamanville, parce que quand un projet merde, bah, ma foi, on fait appel à des grands cabinets. Et j'ose même pas vous dire combien était facturé le manager du BCG qui venait faire un petit tour sur le chantier. Là, c'était effrayant. C'est celui qui a un yacht à la marina de Nice, oui. Bien. Voyons, Jean-Marc, j'ai imaginé… Juste une info, excuse-moi, oui. Denis, de te couper. Une info. Le copain de promo de Jean-Marc, là, il est le seul candidat au prochain comité pour le poste de VP Formation Industrie. Donc, Pierre Tarissi, je pense qu'il va passer les doigts dans le nez, quoi. Oui. Oui, parce qu'il avait un contact très pédagogique. Je me souviens, là, je le vois encore, c'est pas vieux, il y a 6 mois, il nous a présenté sa profession de foi et certains d'entre nous, on hésitait entre le président actuel et lui. Et on s'est dit, finalement, il ne faut surtout pas l'écarter et tu me rassures, il refait surface, c'est très bien. Alors, il fait pas vraiment… Attends, Denis, il ne refait pas vraiment surface parce que une fois qu'il n'a pas eu le poste de Zidane, il a après animé un groupe qu'on appelle le GT05, un groupe du comité qu'il a animé. C'était lui le patron du groupe. On était 5 là-dedans. Et là, j'ai découvert, c'est un gros bosseur. On a bien travaillé avec lui. Il a juste un défaut, c'est que je pense qu'il est encore plus brasse que moi, quoi. Mais bon. C'était le Zidane brasse de notre promo. C'est vrai? C'est vrai? Oui, oui. Une réflexion pour Jean-Marc. Tu as parlé pendant à peu près 1 heure et j'imaginais un amphithéâtre, mettons un amphi à l'école d'Aix ou de Bordeaux, où tu aurais donc une population qui serait venue écouter ta conférence. Là. De comment serait composé le public? Tu as évoqué qu'on pense consulting en début de carrière, à mi-carrière et au crépuscule ensuite. Est-ce que tu as une idée du ratio actuellement? Oula. Ouf. Oula. Difficile. Oulala, question oulala. difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a au niveau des consultants indépendants un rajeunissement oui. Notamment à mi-carrière, où de plus en plus de cadres d'entreprise, et on le voit dans des sondages, etc., manifestent leur intérêt pour aller vers des professions de conseil ou en tout cas sortir du salariat, donc aller vers des professions d'indépendants. Ça, c'est une tendance lourde au niveau des sondages. C'est une tendance moins lourde au niveau de la réalisation, mais elle est tout de même nettement marquée, puisque à mi-carrière, c'est vraiment une tendance lourde. Il y a cette tendance nouvelle de jeunes qui se lancent sur des niches particulières dans les nouvelles technologies, dans le numérique, etc., qui fait que là aussi, il y a un pourcentage, mais que je ne sais pas chiffrer, de nouveaux venus dans ces métiers. Et puis, il y a toujours, bien sûr, un certain volant de fin de carrière, soit par contrainte, parce qu'il leur manque des trimestres et il faut faire quelques années pour et continuer son activité pendant quelques années encore, quelques trimestres ou quelques années. Et il y a ceux qui le font par choix en fin de carrière, comme je vous disais. Mais quand tu as donné des pourcentages sur les 3 catégories, je suis incapable. Il y a une tendance à l'évolution, mais je ne sais pas la chiffrer aujourd'hui. Je sais que personnellement, assistant à ta conférence dans la quarantaine, tu m'aurais séduit. Parce qu'il y a un aspect également que tu vis, mais que tu n'as peut-être pas mis en évidence, c'est la liberté entre un salarié et puis un consultant. Il a quand même une liberté de
d'emploi du temps, de planning, de mouvement, quoi. Oui, à relativiser un tout petit peu, parce que c'est la liberté qu'ont lui laissé ses clients aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il va être la difficulté pour le consultant, je parle du conseil, qui, comme je l'exerçais, d'abord, moi j'avais mes activités d'entreprise, mais j'étais consultant chez mes clients. Hein. J'étais moi-même consultant, je ne faisais pas que gérer et faire du commercial comme on peut le faire chez certains grands cabinets où les seniors font essentiellement des contrats. Là, j'étais sur le terrain. C'est la raison pour laquelle je suis parti. J'imagine. Eh oui, parce qu'il y a une lassitude dans le pointage, le badge le matin, un asservissement du salarié. Oui, mais la difficulté à ne pas sous-estimer, dès lors qu'on est multi-client, hein, et à l'instant T, on peut travailler chez divers clients. Moi, j'avais une clientèle de PME-PMI aussi, hein, et je pouvais être le matin chez un client, l'après-midi chez un autre. Et là, il faut entre midi et deux changer de casquette, changer de culture, changer de contexte, etc. Il faut une agilité d'adaptation qui est tout de même très, très importante. Et d'autre part, au niveau de l'agenda, il faut que chaque client ait l'impression qu'il est le client unique. Donc, ce qui veut dire que c'est des acrobaties permanentes au niveau de son agenda, etc. Et la liberté n'est pas une liberté totale en disant je travaille tel jour, je ne travaille pas le jeudi après-midi, et je ne sais quoi. C'est beaucoup plus compliqué que ça à gérer efficacement au regard de ses clients, me semble-t-il. Enfin, c'est ce que j'ai vécu en tout cas. Et entre les deux casquettes, il y a parfois un avion ou un train. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Alors, tu vois… Ou de l'autostop. Oui. Tu vois, Denis, un dernier point, Jean-Jacques, très amical, c'est qu'il a manqué à ton heure de conférence, c'est des témoignages de cas vécus. Je sais que tu es ouvert par la confidentialité, mais moi, j'aime bien lorsque le conférencier éteint le rétro et dit « Maintenant, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée. » Là, tu rassembles, tu fédères l'attention de ton public. Là. Mais j'ai compris que tu t'es limité dans tes références. C'est limité. Maintenant, je pourrais citer des anecdotes et des choses amusantes, parce qu'entre travailler pour Airbus et assister les chefs de programme de la 380 d'un côté et travailler pour des taxis d'un aéroport pour améliorer la qualité de service aux clients de ces taxis, vous imaginez le grand écart. Et voilà des exemples de missions vraiment extrêmes. Mon plus petit client était une entreprise de 2 personnes, le mari et la femme, qui concevaient et commercialisaient des pompes de nutrition, donc un dispositif médical soumis à réglementation, etc., etc. Et je les ai assistés pendant pas mal d'années pour obtenir les agréments au départ et pour ensuite les entretenir dans la durée, ces agréments, compte tenu de la sensibilité du produit. Ils avaient conçu un petit produit qui était très sympathique. C'était une pompe à nutrition qui marchait de manière autonome sur batterie, marchait sur secteur, qui marchait sur l'allume-cigare de l'ambulance, etc., etc. Et programmable facilement. Donc, et d'ailleurs, il a revendu cette activité à un grand groupe américain lorsqu'il a pris sa retraite, le gars en question. Donc voilà, la plus petite entreprise, 2 personnes, et puis à l'autre extrême, Airbus, Renault, Safran, Thales Alenia Space, puisque j'ai beaucoup travaillé pour le spatial, à l'international également, et donc sur des sujets, oui, d'optimisation de programmes, optimisation de la conception, etc. Et pour finir, je pourrais vous citer d'autres anecdotes, là aussi, dans la limite de la confidentialité, sur ce que j'ai fait chez Renault Formule 1, qui a été le client qui m'a fait continuer à travailler après ma retraite, parce qu'il voulait absolument que je continue à les aider, non pas sur le développement moteur au sens technologique du terme, mais sur le plan méthodologique, les campagnes d'essai, l'optimisation des campagnes d'essai, etc., etc., à Viry-Châtillon, donc dans le centre de développement moteur. Voilà, par exemple. Donc oui, j'ai plein d'anecdotes qui auraient pu illustrer, c'est vrai, tu as raison, dans les limites de confidentialité, bien sûr. Oui. Est-ce que tu as connu Marc Guinaud sur le 380? Non, non. J'ai beaucoup travaillé avec Charles Champion, qui était patron du programme et que je côtoie de temps en temps encore, parce qu'il a une maison à Collioure juste voisine de la mienne. Il est à la retraite maintenant. Charles Champion, qui a été le patron du programme. C'est un super héros.
tu es maintenant consultant du groupe régional de Perpignan. On va te donner un objectif. Tu as 25 cotisants et avec tout ce que tu vas maintenant les passionner, tu vas passer à 5 ans dans un an. Contrat de résultat. Voilà. Très Oui. bien. Le groupe de j'aimerais Perpignan quand compte, même. oui. Si je peux- parler, là, je crois. si je peux apporter, si je peux apporter mon expérience pour dire que je n'ai jamais utilisé les services d'un consultant, jamais. Et je n'ai ni pour ma mission, ni pour telle ou telle mission de mon groupe. Je suis fier de ne pas avoir dépensé l'argent de Stigma à payer McKinsey. Donc, Je croyais que tu le regrettais. Ah non, tu le regrettes pas. non. Oh, je regrette pas du tout. D'autant que si j'ai perdu in fine mon poste, c'est un consultant qui avait été embauché par mon président qui voulait modifier l'organisation de SNECMA et qui trouvait que Pierre Alési, qui trouvait que mon président, trouvant que Pierre Alési avait trop de pouvoir au sein de sa société, il a demandé à un consultant dont j'ai oublié le nom de faire le travail et de dire à Pierre Alési qu'il avait autre chose à faire que la technique du CFM 56. Voilà. René, il est là encore? Tu peux pas nous C'était mettre passionnant, quelques... toute la discussion. Une partie, le tiers de ma vie professionnelle a été comme consultant. Ce que je n'ai pas entendu, quel était le montant de votre consultant avec des politiques? Je me suis rendu compte qu'avec les politiques, parfois, on a l'appréciation immédiate, totale, sensationnelle, et de l'autre côté, une opération totale, alors que ceux qui travaillent pour eux étaient d'accord avec vous, mais disent non, ça va changer notre système budgétaire de façon dramatique. Pour le moment, on est en train de voler au gouvernement. C'est bon, si on le remet en ligne, ça va nous faire du fric. Pas question de vous écouter. René, mets-nous quelques barils de pétrole, là on est à sec actuellement. Je ne peux même pas faire mes courses. Tu n'en manques pas, toi, là-bas. Comment tu fais pour grandir l'image? J'entends mal, désolé. J'ai remarqué une chose. Pour vous ouvrir les portes d'être consultant, c'est d'avoir un diplôme erroné. Alors moi, je ne savais pas, mais je me suis rendu compte quand je suis rentré à la fac américaine et obtenu un doctorat, à ce moment-là, tout le monde nous voulait comme consultant. C'est bien de côté. C'était très bien parce que, au point de vue de l'union organique, les politiques ont confiance en vous. Mais lorsque vous passez avec une société privée comme le KMBG, avec laquelle j'ai travaillé, c'était passionnant. On a travaillé aussi avec des systèmes politiques nationaux. Généralement, je me suis rendu compte qu'au niveau de maires, de villes, ils sont généralement très positifs et veulent immédiatement utiliser vos informations. Par contre, ceux qui sont au niveau de Alhambra, Texas, etc., ils acceptent. Mais si vous allez au niveau national, il y a énormément de problèmes, de gros problèmes où les amis sont tout d'accord avec vous pour accepter vos propositions,
mais où la direction trouve que ça va diminuer leur budget. Pas question. On sait que c'est magnifique, c'est splendide, mais pas question de mettre ça en ligne. Alors ça, c'est vraiment décevant pour un consultant. Je n'ai pas d'expérience de ce type de mon côté. J'ai toujours travaillé avec des grands groupes industriels et des petites entreprises, mais industrielles. Je n'ai pas côtoyé le monde politique. J'ai fait quelques tentatives en France de réponse à des appels d'offres de structures publiques et j'ai vite arrêté. Je me suis aperçu que je dépensais beaucoup d'énergie commerciale pour des situations qui très souvent étaient pipées. Et c'était un jeu qui ne m'intéressait pas, qui n'était pas en ligne avec mon éthique par ailleurs. Alors, tous les documents à fournir et tout, c'est une folie, quoi. Il y a des dossiers de folie. Je crois un point aussi important, c'est être familier avec tout ce qui est fédéral, disons, savoir exactement les lois. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est avant de faire votre étude, c'est d'utiliser ce qui a été déjà fait par certains. Une fois, j'ai été appelé à une société médicale qui voulait à tout prix de mon conseil, et je me suis rendu compte qu'il y avait un bouquin qui a été écrit sur ce problème avec une solution fantastique. Je me suis présenté, on m'a dit, mais vous êtes sensationnel, c'est merveilleux, c'est ce que nous voulons. Ça m'a coûté à peine une journée, c'était tout. Oui. Est-ce qu'il y a une compatibilité finalement entre la notion d'ingénieur et la notion de politique? Parce que j'ai l'impression que finalement l'ingénieur, il recherche quand même la meilleure solution. Il est pragmatique, il cherche vraiment à répondre à la solution. Et je crois qu'un politique, il essaie de tenir compte de l'environnement pour trouver la solution qui satisfera à peu près la majorité. Je crois que les objectifs sont totalement différents. Et puisque Chaban-Delmas, disons, de jamais voir de politique, d'ingénieur dans la politique. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est deux problèmes qui me semblent différents. Ah, tu as Robert Gallet qui était centralien et qui s'était bien démerdé. Hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu le cites. Enfin, on trouve toujours des exceptions, tu me diras. Comment? Et Gallois, non? Bah oui, Gallois. Enfin, Gallois, est-ce qu'il a fait de la politique? Bah, oui, quand même. Oui, mais... Oui. Ah, attends, je sais plus. Il a été ministre? Oui, Gallois, il a été ministre. Il a été PDG de la SNECMA. Non, mais on parle de politique, là. Oui, mais Pierre peut en parler. Pierre, Gallois, il a bien fait de la politique. Hein. Oui. Giscard d'Estaing était polytechnicien. Hein? Oui. Oui. Enfin, Gallois, lui, il est énarque. Il a été surtout, il a tenté de la politique un petit peu pour la SNCF, puisqu'il a été, je crois, président de quelque chose, grand patron de la SNCF. Oui, mais pour moi, un politique, si tu veux, c'est quelqu'un qui est à l'exécutif, un ministre ou un truc comme ça, quoi, ou un secrétaire d'État. Non, ça, il a député ou sénateur, toujours regarde. Le sénateur Revol, il nous a vachement aidé pour le nucléaire, par exemple. Et puis, tu as également d'autres. Et Gallois, il a été dans un cabinet ministériel, Gallois, non, Pierre? Oui, mais il n'a jamais été. Il n'a jamais été lui-même. C'est pas un élu. Non, mais pour moi, il faut que le mec soit élu. Ben, Elisabeth Borne, elle est bien polytechnicienne. On a du mal à le croire. C'est plus politique que technique. Mais attends, quand tu écris Borne, dis donc, quand tu écris Borne, tu mets un accent sur le « et » à la fin, je ne sais plus, là. Tu rajoutes un « e » alors. Hein. Attention, c'est peut-être enregistré. Je m'en fous. Non, on coupe à la fin. Alors, je pense que le sujet politique et ingénieur mérite un débat à part entière. Je dirais qu'il y a quand même une intersection entre les deux, c'est
le problème de la conduite du changement. Par contre, la façon de la traiter n'est pas la même, effectivement. Mais dans les deux cas, il y a un problème de conduite du changement. Non, mais c'est sûr que Denis a raison. Toi, par exemple, moi, j'avais organisé une conférence pour le groupe ici, là, qui a eu pas mal de succès. J'avais fait venir un architecte très, très connu sur la place Denis, mais qui est prof à l'ENSAM, École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Oui. Et il avait fait une conférence, l'architecte et l'ingénieur. Putain, c'était pas mal, quoi. Mais bon, c'était facile, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que l'idée de Denis, là, de faire le politique et l'ingénieur, bah, on pourrait demander à l'archibascou, là, le maire honoraire de Rivesaltes, qui a été député pendant je ne sais combien de législatures. Maire actif, pas maire honoraire, hein, maire actif. Non, mais, toujours très actif. Mais actuellement, mais j'entends bien. Mais avant, il était député maire très actif, bien sûr. Oui. Lui, il a eu l'intelligence de garder son entreprise. Il était bien secondé. Il avait un bureau d'études, je crois, il travaille beaucoup pour Bouygues, un bureau d'études construction. Oui. Mais c'est un exemple réussi, quoi. C'est vrai qu'on pourrait, on pourrait le faire brasser. Là. Solliciter. Oui, tout à fait. Bonne idée, Serge, bonne idée. Il va venir au cercle, l'ami Bascou. Oui, tout à fait. Bien, écoute. C'est parti, là. S'il n'y a pas d'autres questions, on va faire un petit cadeau à Jean-Marc quand même, puisque il a des racines à Collioure. Et tout le monde sait qu'à Collioure, on y danse la sardane sous un air traîné. Alors, Richard est allé chercher dans sa... Je prends des risques, Richard, là, peut-être. Tu es prêt à nous jouer la sardane, là? Allez. Les Italiens dansent à distance. Voilà. Ah oui. Je sais pas. Mon épouse n'est pas à côté, c'est dommage. Parce que la catalane de service, c'est mon épouse. Qui danse très bien la sardane. Elle a 52. Hein. Jolie la sardane. Le canigou sous la neige. Le canigou. Au pays des verts platanes, jeunes filles, jeunes gens l'aiment bien. Et même les vieux de la canne, la martèle sur les pierres du chemin. Ils la connaissent, la sardane. Bonjour. Ils l'ont dansé quand ils étaient gamins. Ils l'ont dansé quand ils étaient gamins. Amis, c'est la fête à Collioure, on a pavoisé le vieux port, et devant la mer qui l'entoure, voici l'éternel clocher d'or. Sur les galets vertes et roses, les barques aux tendres couleurs, commence la métamorphose de leur voile changé en fleurs. Et sous la lune vagabonde, la sardane forme sa ronde. Elle est jolie, la sardane, que l'on danse main dans la main. Du pays des tramontanes, elle vole jusqu'au pays voisin. Ce soir, combien d'amourettes vont éclore dans les cœurs de 20 ans. Combien vont perdre la tête pour toi, sardane du pays catalan. Pour toi, sardane du pays catalan. Pour toi, sardane du pays catalan. Merci. Merci. C'est pas tous les jours qu'on achète une maison. Ma femme n'était pas à côté, mais je vais lui faire voir le replay parce que c'est elle la catalane. Hein. Moi, je suis importé. Merci en tout cas. Merci à tous. Merci à toi. Merci Jean-Marc. Bonne soirée. Merci à toi. Bonne soirée. Ciao. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Je Au suis revoir. les plus loin. Bonsoir à tous. Au revoir. Allez, salut Au les revoir. amis. Une bonne assemblée ce soir. Le noyau dur. Bien explosé, c'est bien. Mais
Charles Trenet, il n'était pas catalan, c'était un gabache, non? Le Narbonnais, mais oui, mais faut pas le dire, ça marque. Tu nous casses la dynamique. Là. Parlant de cœur. Allez, salut les amis. Allez, bonne soirée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonsoir à tous. Bonsoir, Robert. Bien joué, Richard. C'est venu un peu tard, mais tu l'as bien trouvé. Ouais. Pour un type qui a la Covid, il s'en est bien sorti, là, Richard. Ouais. Richard, il nous prouve la Covid. Oh! Oui, on est allé, ben, écoute, réunion de promo et on est quelques-uns revenus avec la Covid. On est rentré Encore, cette cochonnerie. 5 ou 6, là. Monique, ça va mieux? Elle est partie. C'est parti. Allez. Allez. Et mardi. C'est Michel Razer et c'est Marc qui prend les manettes. Voilà, ce sera une histoire de famille mardi prochain. Bien. Tu te rendu et puis tu feras les rappels. Ça va, toi, Denis, oui? Ben écoute, lentement. Lentement, oui. Ouais. Finalement, il faut laisser faire le temps, mais c'est une plaie au plus mal placée sur le talon, donc difficile à. Dès que je marche, les peaux ont du mal à se rapprocher, donc il faudra peut-être passer par de la filasse, quoi. Oui. Ah. Donc je me suis mis sur le divan pour être plus à l'aise, je m'en excuse. Peut-être pas une pause académique, mais c'est comme ça. On n'a pas vu, là. On a vu que on te voit en portrait, là. Oui, tu ne vois pas ça, là. Ah non. Allez. Allez, bonsoir, les amis. Allez, bonsoir. Bonsoir. Non, mardi, je ne serai pas là, mardi d'après. Oui, rappelle-moi, Richard, j'ai bien compris, on est sur quoi mardi prochain? C'est le frère de Marc qui va faire l'exposé sur les feux en Gironde. C'est ça. Donc, on va vivre la dune du Pilat et toute la banlieue de Bordeaux. Bravo. Il est toujours en Andernos, son frère, Marc. Oh, il se partage entre Aix et Andernos. Oui, donc il était quand même très près du brasier. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'il a survolé. Avec un avion, il a survolé. Ah oui. Et enfin, il nous le dira, quoi. Il a trouvé que les dégâts, finalement, étaient très limités, quoi. Mais bon, on va voir ce qu'il nous a dit. Bonne soirée. Bonsoir, les amis. Bonsoir.